Il est 9h40 à Tel Aviv et vous voyez derrière moi la tempête qui fait tanguer les bateaux et les vagues. Il fait assez froid dans le studio d'I24 et on va parler de Donald Trump et se rendre au Royaume-Uni. Donald Trump, persona non grata au Royaume-Uni, une pétition qui réclame d'interdire Donald Trump de séjour dans le pays a atteint plus de 500 000 signatures. Elle a été examinée par la Chambre des représentants. Notre correspondante Ashley Chevalier était sur place. Écoutez. Les discussions ont duré 3 heures. Les parlementaires ont échangé leur point de vue sur le cas Donald Trump. Ces parlementaires, ils étaient obligés d'organiser ce débat parce qu'ici, lorsqu'une pétition récolte plus de 100 000 signatures, elle est automatiquement soumise au Parlement. Or, au mois de décembre, une pétition a été lancée pour bannir Donald Trump du Royaume-Uni. Elle a connu un immense engouement populaire, plus de 570 000 signatures. À l'origine de la colère des Britanniques, la volonté de Donald Trump d'interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Il avait également déclaré que certains quartiers de Londres étaient si radicalisés que les policiers craignaient de s'y rendre. Des propos qui avaient suscité un tollé au sein de la population, mais également jusque dans la sphère politique. David Cameron avait réagi. Pour autant, aucune décision radicale n'a été prise à l'issue de ce débat. Aucun vote n'était d'ailleurs prévu. Ici, seul le gouvernement peut décider de bannir un individu du pays et cela concerne plutôt des individus qui menacent la sécurité nationale. En revanche, l'histoire n'est peut-être pas terminée. C'est le Royaume-Uni qui a le plus à perdre puisque Donald Trump a menacé d'abandonner ses projets d'investissement en Écosse, une région dont sa mère est pourtant originaire. Ces projets d'investissement représentent des sommes astronomiques, près d'1 milliard d'euros. Et on reste en Angleterre avec vous, Betsabé. On savait les sites de rencontres addictifs superficiels, mais ils seraient aussi dangereux. C'est la presse anglaise, justement, qui le dit et qui dévoile des chiffres qui montrent la hausse des crimes liés à Tinder et Grindr au Royaume-Uni. Et ce constat, Betsabé, eh bien, c'est particulièrement inquiétant. Exactement. Regardez les chiffres qui nous viennent directement des autorités britanniques. En octobre 2015, la police a répertorié plus de 400 plaintes pour crimes liés directement à Tinder ou Grindr. C'est quasiment 8 fois plus qu'en 2013. Alors parmi ces plaintes, eh bien, vous avez plus de 250 qui font état de violences physiques, plus de 150 de violences sexuelles. Viol, pédophilie, violence sexuelle ou sextorsion, encore l'extorsion à la sexualité qui serait selon la police anglaise le délit le plus répandu sur Grindr. Grindr qui est l'application phare de la communauté gay. Exemple, les criminels eh bien, font chanter les homosexuels qui n'ont pas encore assumé ouvertement leur orientation sexuelle, n'en ont parlé ni à leurs proches ni à leurs collègues. Alors la menace, on l'aura compris, c'est dévoiler leur sexualité cachée. Alors face à ce bilan, les autorités britanniques ont décidé de lancer un appel à la prévention. Alors, petit rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas Tinder, c'est pour les hétéros. Alors, le principe est simple, vous êtes très concentrés, mesdemoiselles. L'appli récupère vos infos de base via Facebook, âge, sexe, intéressé par, etc. Vous propose d'entrer en contact avec des personnes qui se trouvent à proximité, c'est plus pratique, rayon de 2 km. Si une photo vous plaît, si vous la likez et si en plus elle vous like en retour, alors vous pouvez rentrer en contact et là le flirt commence. Conseil donc de la police, j'y reviens, ne transmettre aucune information personnelle avant d'être sûr de l'identité de la personne. Et oui, ça semble évident, mais quand vous êtes sous le charme, vous savez. Ou encore avoir le réflexe très important de prévenir un ami du lieu de son rendez-vous, si rendez-vous il y a. Et voilà, et ces applications, elles n'ont pas forcément besoin de cette énième mauvaise pub. Effectivement, ça leur tombe dessus sans arrêt. Il y a quelques mois déjà, l'association américaine AIDS Healthcare Foundation élaborait une campagne contre Tinder et Grindr, toujours pour dénoncer leur effet sur l'augmentation des MST. Depuis, en Grande-Bretagne, on menace même du risque, je cite, d'explosion des infections par le virus du sida dans la population hétéro. Si les tendances constatées aujourd'hui se poursuivaient, entendez l'extrême facilité de changer de partenaire sur ces applications. En outre, alors même si moins dramatique, je pense qu'il est nécessaire de se pencher sur toute une série d'autres risques sur ces applis. En Grande-Bretagne, oui, mais aussi partout dans le monde, comme quand vous vous retrouvez à chatter avec 4 voire 22 garçons en même temps et vous êtes prise à un léger dédoublement de personnalité. Ça arrive, ne plus pouvoir s'empêcher de checker ses messages non seulement avant de se lever, mais aussi à vélo, voire au volant. Attention, c'est dangereux. Tomber sur la photo du petit ami de votre collègue
collègue et ou copine, c'est aussi embêtant. Ou bien sûr quand le spécimen en 3D n'a strictement rien à voir avec la photo qui était dans le profil. Ou alors il faut rajouter 18 kilos, enlever 4 dents, rajouter 150 millilitres du dernier Paco Rabanne. Alors une bonne nouvelle d'ailleurs, une toute dernière application sur laquelle je finirai, ça s'appelle Bloom. Après un premier batch basé sur une photo, donc là c'est comme Tinder, eh bien il faut immédiatement envoyer un selfie tout de suite afin d'accéder au profil complet de l'interlocuteur et de pouvoir entamer une conversation. Donc ça fait une double validation qui permet d'éviter justement ces mauvaises surprises. Virginie, vous êtes pour, contre ce genre d'application et leur usage qui est parfois un peu galvaudé? Non, mais je crois qu'il faut faire attention. Non, mais sérieusement, il y a les petits désagréments effectivement quand on se retrouve devant quelqu'un qui fait 18 kilos de plus que la photo ou 8 ans de plus que la photo. Et après, il y a des désagréments plus importants. Il faut faire très attention. Alors justement, pour essayer de faire attention, on va peut-être voir une solution dans ce reportage. Dans certains pays, le fléau du harcèlement sexuel s'élargit. On va prendre la direction de New Delhi, la capitale indienne surnommée capitale du viol. Eh bien, vous allez le voir, certaines femmes vêtues de kimono blanc, des policières issues d'une unité spéciale s'entraînent au karaté pour affronter les prédateurs sexuels. Reportage. Disciplinée et concentrée, cette unité d'élite de la police indienne, entièrement féminine, s'entraîne depuis 6 mois au karaté. La formation achevée, ses membres sillonneront les rues de Delhi pour protéger la population, notamment les femmes. Nous allons former les étudiantes dans les écoles et les universités et nous rendre dans les zones résidentielles où 50 à 100 personnes peuvent se réunir et nous allons les former. Comme ça, une armée entière de femmes sera créée pour leur propre défense. La formation des policières aux arts martiaux est une nouvelle mesure pour tenter d'améliorer la sécurité des femmes dans la capitale indienne. Des cas de viol très médiatisés ont valu à la ville le surnom de capitale du viol et le nombre de cas reportés ne cesse de grimper. Quand je suis venue ici, j'avais peur, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais je ne pouvais pas former d'autres personnes sans me former moi-même. Maintenant, j'ai l'impression que si quelqu'un m'attaque, je peux riposter, je me sens confiante maintenant. Et si je peux le faire, même une femme de 60 ans peut le faire. Après les cours, cette unité de choc est dispersée dans la ville, notamment dans les bus, pour dissuader les éventuels agresseurs. Se déplacer à New Delhi peut être une expérience éprouvante pour les femmes, notamment dans les transports publics. Mais certaines passagères refusent de se laisser faire. Si nous avons peur, les hommes vont se permettre encore plus de choses. Je ne vais pas avoir peur de quoi que ce soit. Rassurer la population d'une ville de 16 millions d'habitants n'est pas chose aisée. Mais ces nouvelles recrues espèrent pouvoir permettre aux femmes de se sentir plus en sécurité. 40 secondes d'image, des vues panoramiques de la cité phocéenne et un slogan 100% français, un peu modifié, liberté, égalité, rivalité, ambiance. C'est Sandy Fortis qui va nous en parler quand Netflix dévoile la bande-annonce de la série Marseille. Ça donne ça, regardez. Un teaser qui donne donc le ton mais qui ne dévoile rien. Musique angoissante, slogan efficace et symbolique, la ville phocéenne devient le champ de bataille entre les ambitions politiques de Gérard Depardieu, le maire en place, et Benoît Magimel qui souhaite le remplacer, à découvrir le 5 mai prochain. Mais le lancement des nouveautés sur Netflix est prévu pour le 11 février avec Love, une comédie de Judd Apatow qui revient à ses premiers amours avec une comédie sentimentale très décalée. Je vous laisse découvrir. My last girlfriend, she hated it when I ate fast food. Is that why you guys broke up? She cheated on me. Maybe now would be a good time to get the boxes out of my house. It's just boxes of DVDs. My ex, I think he's still really hung up on me. She's a fucking whore. I told you not to call her that. Oh, shit. Nobody ever just pulls you aside and goes, hey, just so you know, relationships are fucking bullshit. I just think we're two nice people who gave it our best shot. Anyway, I'm into choppy guys. I just keep believing in this fucking lie that a relationship evolves and gets better. Where do these lies come from? Fucking movies. Pretty Woman. Et bonne nouvelle pour les fans de That 70's Show, ils pourront revoir Ashton Kutcher et Danny Masterson réunis à l'écran pour une toute nouvelle série, The Ranch, une sitcom familiale au pays des cow-boys. On a hâte de voir ce que ça donne.
Début de diffusion le 1er avril. Toujours dans les années disco de Get Down Sizzle, Baz Luhrmann nous plonge dans le monde de la musique à New York. Lancement le 12 août, regardez. Thy voice shall only be lifted to the glory of God. Yeah, he's nice. Real nice. She wants to sing, and you're suffocating her. I want to get out of the Bronx. We'll laugh and I'll tell you the story of love and how it is and the happiness in it, baby. Enfin, mon petit coup de cœur, le comeback de la fête à la maison. Alors d'accord, ce n'est pas vraiment nouveau, c'est plutôt une suite de la série des années 80 qui se concentre sur le personnage de DJ, la fille de Danny Tanner. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir voilà, pour les nouveautés? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme série maintenant? Alors, le mythique House of Cards est de retour. Ce sera le 4 mars avec une 4e saison durant laquelle Frank Underwood tentera de sauver sa présidence. They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. I believe in putting people first. I believe in putting America back on track. I believe in opening doors. And I'm willing to work with both sides so that we all get what we want. Retour également d'une des séries les plus populaires de la plateforme, Orange is the New Black. La 4e saison démarre le 17 juin. Regardez. How am I back here? They got your number now, honey. This is gonna get interesting. I don't trust any of you crazy bitches. Swerve. It's just like the Hamptons, only horrible. I'm an inmate. I have nothing. Merci Santi, on est déjà accro à l'écran. Alors pour ceux qui ne veulent pas rester devant leur écran télé, il y a une autre possibilité, vous en êtes d'ailleurs déjà peut-être adepte, le Scrabble ou Scrabble, ça dépend de votre choix de prononciation. Faites aujourd'hui, Virginie, c'est 60 ans. Et oui, un plateau, des mots qui comptent double, des lettres qui comptent triple, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Le Scrabble fête en janvier 2016 ses 60 ans en France, c'est l'anniversaire de sa commercialisation. Alors le Scrabble, c'est ce jeu de société qui a bercé des générations et des générations que les parents offrent finalement aux enfants pour vérifier qu'ils ont bien compris qu'avant un P, on met un M comme dans camper, comporter et compote. Le Scrabble, c'est aussi la solitude du joueur qui se rend compte qu'il a dans son jeu K, W, X, Y, Z. Oui, ça vaut 10 points, mais on fait rien avec si on n'a pas un E ou un A. Alors on supplice et on demande à changer ses lettres et à rejouer après. Alors souvenez-vous, c'était dans la fin des années 80, Pierre Palmade jouait au Scrabble en famille, ça donnait ça. Kawax. Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Liliane? Ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot, mais la deuxième condition au Scrabble, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est chiant comme tout, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Voilà, et cette règle, elle est simple, elle a été mise au point par Alfred Butt, c'est un architecte américain, nous sommes en 1938, il est au chômage et il invente ce jeu. Quelques années plus tard, un entrepreneur lui rachète la marque, il crée donc le mot Scrabble, qui veut dire en anglais gribouiller, tâtonner. En 1948, il monte une usine, il vend à peu près 2400 boîtes la première année, et il est tellement submergé par la demande les années suivantes qu'il est racheté par une très grosse enseigne. Alors, vous jouez au Scrabble, Sandy, ou vous y avez joué? J'y ai joué quand j'étais jeune, là, pas tellement. Je comprends. Est-ce qu'aujourd'hui, ce jeu, c'est un classique quand même, qu'on y joue plus, c'est un classique des jeux de société. Est-ce qu'il résiste à la concurrence des jeux vidéo? Oui, il résiste bien. Le Scrabble s'est vendu depuis 1948 à peu près 150 millions d'exemplaires et chaque année, il y a 350 000 boîtes qui sont vendues en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est présent dans 120 pays, dans une trentaine de langues à peu près. Il y a une fédération de Scrabble en France. On dénombre 1000 clubs qui accueillent à peu près 150 000 licenciés. Et chaque année,
année, on a le championnat du monde de Scrabble francophone. Eh bien, sachez que le gagnant de l'année dernière est un Néo-Zélandais. Il ne parle pas un mot de français. Il a juste eu la bonne idée d'apprendre le livret du Scrabble par cœur. Il a appris tous les mots. Et donc cet homme-là ne sait absolument pas qu'avant un P, on met un M comme dans camper, comporter, etc. Et non mais sérieusement, il ne parle pas un mot de français et il a battu à plate couture des Tchadiens, des Libanais qui sont francophones et qui parlent parfaitement le français. Donc voilà, acheter un Scrabble quand il fait très moche comme aujourd'hui avec les enfants, c'est quand même bien pratique et ça vous permet un petit peu de connaître leur niveau. Et puis il n'y a même plus besoin de parler français. Alors voilà, merci beaucoup Virginie, on vous laisse jouer au Scrabble si vous en avez envie. L'info continue sur I24 à suivre un tout nouveau journal. Il est présenté par Éléonore Veil. À demain.